À qui profite la transformation de matières premières en Afrique? Un dossier important pour l'Afrique où on parle de ce taux de croissance. Le taux de croissance de l'Afrique tourne aux alentours de 5,7%. Par définition, donc, il y aura la transformation assez importante de produits africains. Alors, pour parler de cette situation assez importante pour l'Afrique, pour l'avenir de l'Afrique, nous avons deux intervenants de qualité ici. À ma droite, nous avons M. Cheikh Keïta, directeur fondateur de SIDIGA, African Network, Fonds d'investissement pour l'Afrique. Et à ma gauche, nous avons Roka Roland Ladung, journaliste, directeur de publication de KDI Vox Web Journal. Tout à fait. Vous êtes basé à Paris? Je suis à Paris. Très bien. Alors, je vais commencer à ma droite avec M. Keïta Cheikh. M. Keïta Cheikh, l'Afrique à la traîne aujourd'hui au niveau de la transformation de ses produits. Oui, l'Afrique comprend que finalement, depuis des années, elle parcourt un chemin pas facile, un chemin difficile. Mais il y a aujourd'hui une certaine conscience, une prise de conscience qui est globale sur le continent africain. Les pays africains comprennent que pour aller plus loin dans le développement et dans la résolution des problèmes, il faut absolument prendre en compte la transformation réelle des produits locaux. Alors, quand M. Jacques Attali parle de la francophonie et francophilie, alors francophilie, par essence même, on pense à l'économie. À l'économie, on voit il y a 65 000 sociétés françaises qui évoluent en Afrique, mais n'apportent pas grand-chose pour mettre la transformation, donc apporter un savoir-faire aux Africains pour la transformation sur place. Vous savez, les entreprises qui sont implantées en Afrique sont les entreprises étrangères. C'est ce qu'on appelle dans le terme économique les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Mais l'Afrique se développera seulement quand on prend en compte nos problématiques réelles et pas la solution apportée par les entreprises étrangères. C'est-à-dire les investissements, les IDE directs étrangers sont très bien pour les pays émergents, mais ce qui est important pour nous en plus, c'est faire attention pour que les investissements directs étrangers ne briment pas la facilité et aussi la création locale au niveau de l'émergence des entreprises locales qui ont une stratégie d'émergence sur leur propre marché. Donc il faudrait que les IDE travaillent bien sûr pour apporter leur caution sur l'Afrique, mais en tenant compte de la réalité propre de nos pays, pour donner la chance aux entreprises locales pour qu'ils émergent dans la réalité et dans notre vision, la vision Afrique. La vision Afrique, alors quand on parle de la vision Afrique, le vieux qu'on appelait le vieux Houphouët-Boigny, c'était un précurseur, il avait l'idée bien conçue, bien préconçue. Je me rappelle bien quand j'étais jeune, j'ai mangé des produits transformés en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui on a eu ces retards 30 ans plus tard, on est toujours au même niveau? Monsieur Roka. Mais vous savez, Monsieur Bongos, il faut dire que les pères fondateurs ou bien les premiers dirigeants des États africains étaient des visionnaires. On en a vu, malheureusement, après l'indépendance, ou bien quelques années après que ces dirigeants ont quitté le pouvoir, ceux qui sont venus après n'avaient pas cette vision. Donc, on a vu que dans les sociétés, dans la plupart des pays africains, il y a la corruption qui s'est installée, il y a eu la mauvaise gestion de la chose publique, ce qui a engendré beaucoup de dysfonctionnement dans beaucoup plus de pays africains. Donc, si vous donnez l'exemple, là vous venez de donner l'exemple de Houphouët-Boigny, de la Côte d'Ivoire, tout simplement parce qu'ils avaient cette possibilité de négocier certains contrats. Est-ce qu'aujourd'hui, nos dirigeants ont cette possibilité, ont cette liberté de négocier des contrats avec des multinationales qui, aujourd'hui, exploitent ou explorent et exploitent les produits africains? Alors, on a vu dernièrement, au niveau de la télévision nationale ivoirienne, la RTI, Nepal City, inaugurer une usine de transformation en matière de cacao et les Ivoiriens doivent manger tranquillement des tablettes de chocolat aujourd'hui. C'est une bonne chose pour l'Afrique et pour la santé d'ailleurs, pour les cerveaux des enfants, parce qu'on a besoin un peu de glycine, du glucose pour pouvoir bien travailler à l'école. Alors c'est une bonne chose, c'est un élan pour les autres dirigeants africains.
Effectivement, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, cette usine a été inaugurée par le groupe Olam, qui fait un progrès énorme sur le continent africain. La Côte d'Ivoire a compris que finalement, être producteur ou exportateur de cacao le premier au monde ne suffit pas. Savez-vous que au niveau de la production de chocolat, qui évolue à 10 milliards de dollars, l'Afrique n'a que 1% de ses revenus. Alors, nous devons penser que finalement, la seule façon de nous permettre d'évoluer, de changer la donne en Afrique, pour prendre en compte la problématique de l'emploi, pour prendre en compte la problématique des jeunes, pour prendre en compte le développement, il faut absolument commencer, comme Olam, à transformer les produits locaux en Afrique. Alors, M. Rocan, je peux revenir vers vous. On a eu l'intervention de M. Keïta concernant la transformation, c'est pour dire. Alors, on se demande, alors faut-il avoir une bourse de matières premières en Afrique, une vraie bourse? Vous allez répondre à cette question. Mais moi, je pense qu'avant d'avoir une usine ou bien des usines de transformation de ces matières premières, il faut former les gens. Là, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la référence même. C'est la référence même. Donc, les différents gouvernements ivoiriens, ils ont pris leur responsabilité pour former les Ivoiriens. Parce que si les États comptent que sur les idées, comme disait M. Keïta, mais ça veut dire qu'on devait faire un état des lieux. Donc, ça veut dire on a les ressources et du coup, ce ne sont pas les natifs ou bien les nationaux qui vont pouvoir transformer ces matières premières. Ça veut dire que la main-d'œuvre directement ne sera pas recrutée localement parlant. Donc, pour moi, je pense qu'on doit mettre en place une politique de formation de cette technologie-là par rapport aux nationaux et non compter sur des étrangers qui viennent exploiter les ressources naturelles des pays africains. Alors, je vous répondrai à cette question concernant la bourse de matières premières. Alors, on parle de contrats établis entre États, des gré à gré, des contrats avec des investisseurs. On se rend compte quand ces investisseurs-là viennent, comme les investisseurs chinois, ils viennent avec leur main-d'œuvre. Alors, ça pose réellement un problème, d'ailleurs, ce qu'on appelle le problème des transferts de compétences. Oui, sûrement. Vous savez, nous espérons que les États africains, avec tous les grands responsables que nous avons, qui ont la vision de l'Afrique et du développement, prendront en compte cette problématique. Parce que vous savez, l'Afrique, nous avons, depuis nos années d'indépendance et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à former des techniciens, des ingénieurs, et nous n'avons pas où utiliser ces ingénieurs. Donc, il faut passer à une politique nouvelle dans les universités, en pensant que les universités doivent former des jeunes qui sont prêts à aller travailler. C'est-à-dire travailler avec les entrepreneurs locaux, travailler avec les entreprises qui sont sur place, voir la nécessité qu'exigent ces entreprises pour les postes à venir. C'est-à-dire, nous ne devons plus pas former qu'il faut former et se retrouver avec un grand nombre. Il faut former maintenant selon la demande du marché. Donc l'Afrique doit suivre, doit faire une certaine étape. Mais en revenant sur la bourse des matières premières, c'est une étape très importante. Vous savez, nous avons tout en Afrique. Nous avons toutes les matières premières. Mais toutes les décisions, la bourse des matières premières se trouve à l'étranger. À Londres ou à Paris. Donc, ou à New York. Nous devons faire un progrès. Pour faire ce progrès, il faut une coalition des États africains. Nous avons déjà la CEDEAO. Nous devons penser les problématiques agricoles et les problématiques de développement agricole ou de transformation des matières premières en termes de région, en termes de globalité. C'est-à-dire, un pays comme le Togo qui a 9 millions d'habitants et un pays comme le Bénin qui a presque 8 à 9 millions d'habitants doit penser que finalement, en travaillant pour la transformation des matières premières, nous devons travailler avec notre voisin, voir ce qui est important pour nos deux pays, pour ensemble prendre des décisions ensemble et voir quelle est l'usine qu'on peut mettre en place pour que le marché soit tout à fait utilisé. La Côte d'Ivoire pèse en elle-même plus de 43% de UMOA. Ça donne une certaine impulsion par rapport à ce qui se passe. Le président Ouattara dira, qui veut l'entendre, en l'an 2020, le pays sera émergent. Vous croyez-vous à cela et qu'on pourra mettre des unions en place? Et vous répondrez à cette question d'ailleurs. Et c'est une chansonnette qu'on utilise aujourd'hui par nos dirigeants africains.
Ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, tout l'espoir se dirige vers l'Afrique. N'importe quel spécialiste vous dira que l'Afrique, comment dirais-je, c'est l'avenir du monde. Donc, si Ouattara, en tant qu'expert déjà, un fonctionnaire international, se permet d'avancer une telle affirmation, moi, je pense qu'il a tout à fait ses raisons de l'affirmer. Il n'a qu'à voir au niveau de la CEDEAO, il y a d'autres pays. Vous couper, vous allez au niveau de la CEDEAO, ça pourra vous couper, parce qu'on peut regarder à travers les zones économiques que M. Keïta a bien mentionné. Il y a 7 zones économiques, si ma mémoire est bonne, mais il n'y a pas l'intégration en termes vraiment de coopération entre ces zones économiques. Vous allez aussi répondre à cette question. Comment se fait-il que chacun veut tirer sa couverture pour soi? Mais vous savez, moi, je vais parler, je vais pas tergiverser là autour de cette question. Il y a des pays qui sont immensément riches, il y a d'autres qui ne le sont pas. Je vais prendre le cas. La raison pour laquelle je parlais de l'équilibre, voilà, merci, voilà, vous avez compris ma question. Donc voilà, je vais prendre le cas exactement de la République centrafricaine. En Centrafrique, nous ne sommes qu'au niveau de l'exploration des matières premières. Et souvenez-vous qu'en 2014, il y a eu cette problématique de la carte des richesses, des richesses africaines. Il fallait avoir une carte des richesses. La Banque mondiale a injecté plus d'1 milliard, je crois, et demi, pour pouvoir géolocaliser ces ressources-là et avoir une carte. Il y a des spécialistes qui appellent ça la carte à 1 milliard de dollars. Donc, aujourd'hui, on découvre en Centrafrique qu'il y a des richesses naturelles et ce qui attise... C'est un scandale extraordinaire. D'ailleurs, on veut raser Bangui à cause de ça parce qu'on a trouvé du pétrole dans Bangui. Vous serez d'accord avec moi que ce qui va attiser, en fait, ce qui va faire une désintégration régionale. Donc, au lieu que les dirigeants ou les pays sont ensemble, parlent d'une seule voix, chacun va essayer d'avoir le leadership par exemple, sur la République centrafricaine. On a vu le cas avec le Tchad de Déby et le Congo de Sassou Nguesso. Chacun veut jouer, veut être le maître du jeu. Donc, ce sont tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette notion de l'intégration régionale en tant que telle, comme beaucoup le prônent. Alors, on parle d'intégration, vous allez répondre à toutes ces questions, la problématique que je viens de soulever. Mais il y a quand même un problème. Quand je rencontre un Camerounais au Cameroun, il dit « Moi, je n'ai pas envie d'aller vivre au Togo, je n'ai pas envie d'aller vivre, je vais garder. » Alors, ces formes de protectionnisme-là, ça détruit l'Afrique en réalité. Oui, c'est vrai que finalement, aujourd'hui, il faut parler de l'Afrique en termes tout à fait de globalité. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on se cache derrière les pays. Si nous devons avancer, l'Afrique doit être une et indivisible. Nous devons avoir une option commune. Nous devons avoir une stratégie commune, nous devons avoir une vision commune. C'est-à-dire, les produits, par exemple, nous sommes dans la transformation de produits locaux. Si vous faites une usine à Douala et le Tchad veut faire la même usine, ce n'est pas possible, puisque vous savez, vous allez tout à fait écarteler le marché. Vous allez rendre le marché pas possible. C'est-à-dire, l'usine que vous aurez au Douala, si vous l'avez au Tchad, ça fait une problématique du marché. Donc c'est pour cela qu'il faut penser en termes de globalisation régionale. C'est-à-dire penser que nous allons faire par exemple l'usine de savon, vous n'allez pas faire l'usine de savon, mais vous allez faire l'usine de tomates, par exemple. Comme ça, on peut s'arranger à contrôler le marché et aller. Alors je reviens sur la problématique de l'émergence. Voilà. Le président Ouattara a fait un très bon travail. Vous savez que le pays... La Côte d'Ivoire vient d'un long parcours difficile. Après 10 ans de guerre, ce pays renaît de ses cendres et avec une très bonne stratégie. Oui, l'émergence est possible. Au départ, il prend les pouvoirs, 320 millions de la France, c'est déjà un bon départ quand on a un acquis comme ça de financer derrière. Très bien. Vous savez, le problème de l'Afrique, c'est aujourd'hui, au niveau agricole, c'est la transformation de nos ressources premières. Savez-vous, nous sommes aujourd'hui presque à 900 millions de population. En 2050, nous allons atteindre 2 milliards d'habitants. Ça, c'est une problématique sérieuse. Il faudrait y penser maintenant, parce qu'il faudrait qu'on dise toujours que l'avenir, c'est maintenant. Donc c'est maintenant qu'on prépare l'avenir. L'émergence est possible. C'est possible pourquoi? En tenant compte tout à fait de ce qui s'est fait ailleurs. Vous avez les pays du BRICS sur lesquels nous pouvons nous reposer et prendre l'exemple. Par exemple, l'Inde.
Le Brésil, l'Afrique du Sud. C'est des pays qui étaient en 1970 presque au même niveau que quelques pays. Aujourd'hui, ils ont su avancer, ils ont pu se transformer, ils ont donné à leur population tout à fait un certain éveil et aussi la pauvreté a reculé dans ces pays. Savez-vous qu'en Malaisie, par exemple, dans les années d'indépendance en Malaisie, il y avait 50% de population pauvre. Aujourd'hui, ils sont à 3,6%. Oui, tout à fait. J'ai les chiffres, j'ai les mêmes chiffres que vous. C'est extraordinaire. Donc, nous devons nous servir de ce qui a marché sur les autres. Il n'y a pas de honte. Mais il n'y a pas de honte. On trouve toujours le problème de régionalisme en Afrique. On voit les problèmes, chacun tire, comme je disais tout à l'heure, la couverture pour soi. Il y a aussi ces côtés instrumentalisation de multinationales occidentales qui viennent en Afrique, montent les uns contre les autres. Je peux donner l'exemple, comme je dis, quand Ouattara a pris le pouvoir, on avait empêché Gbagbo d'avoir ces vraies manettes de pouvoir. Tout était bloqué, il y a eu l'embargo économique sur Gbagbo. Ouattara vient au pouvoir, 320 millions tout de suite, donc automatiquement, on choisit ses amis pour pouvoir développer telle partie du continent. C'est vrai que finalement, la conjoncture africaine a toujours été liée par les relations tumultueuses et parfois des relations d'amour entre les pays colonisateurs et les colonisés. Aujourd'hui, bien mieux, nous sommes dans nos indépendances, mais les relations sont toujours là. Et c'est vrai, nous avons eu à un certain moment la France-Afrique. La France-Afrique est en train de disparaître petit à petit. C'est ce que vous croyez? C'est en train de disparaître petit à petit. Je crois que finalement, on finira pour mettre tout ça derrière. Parce qu'il y a une nouvelle émergence de la classe dirigeante et aussi des techniciens et des penseurs africains. Vous savez, beaucoup d'Africains sont partis aujourd'hui dans les grandes écoles du monde. Nous avons des Africains qui ont fait de très bonnes études aux États-Unis. Nous-mêmes, nous avons fait des études en France. Nous avons les mêmes capacités et les mêmes bagages que tous ceux qui dirigent et à l'Occident et de l'autre côté. Et de l'autre côté. Alors, je retourne encore en Afrique. Je prends l'exemple du Cameroun où, en matière de transformation des matières premières, ils sont imbattables. On voit ces produits d'abord qui fleurissent ici en France. Il y a qu'à aller à Château-Rouge, on voit des produits camerounais transformés, de meilleurs produits de qualité. Ces produits-là inondent complètement la sous-région. J'ai vu même ces produits-là en Guinée équatoriale, où quand on a fermé la frontière par rapport la problématique d'Ebola, la Guinée équatoriale s'est trouvée démunie des tout. Donc on voit que le Cameroun a essayé de marquer dans le pays de Guinée plutôt. C'est pas la Guinée équatoriale, je parle. La Guinée équatoriale. Ils ont eu des soucis à part ça. Parce que Obiang Bazogo a fermé les frontières qui lient entre les deux pays, le Cameroun et bien entendu la Guinée équatoriale. Donc il y a eu des problèmes au niveau de ces produits de transformation qui inondent le marché de Bata, les marchés de Malabo. Donc forcément, on voit ces leaders aujourd'hui au niveau de l'Afrique centrale. C'est vrai, vous savez, je pense que nous avons une entité qui représente l'Afrique, qui est l'UA. Tous ces Vous allez aborder ça, mais allez-y, on allait aborder, parce que son rôle d'ailleurs par rapport à ça, son rôle, après. Toutes ces problématiques. Vous avez compris la question, son rôle, après vous répondrez à papa cela. Allez-y. Et vous répondez en même temps aussi d'ailleurs. L'UA est un organisme très bien placé pour voir les difficultés que les pays peuvent avoir et de proposer des solutions. Nous avons des cadres qui travaillent dans ces pays-là, mais c'est vrai que finalement, c'est un peu récurrent, toutes ces problématiques entre les deux pays. Nous devons penser, comme toujours, je reviens sur la même chose, en termes de globalisation. C'est-à-dire l'Afrique doit penser que tout ce que nous faisons aujourd'hui à Douala, nous devons penser aux répercussions de ce qui se passe en Guinée-Conakry. Ou tout ce qu'on fera en Guinée-Conakry, nous devons penser que les répercussions peuvent se faire en Tchad. C'est-à-dire aujourd'hui parler de l'Afrique comme un tout. C'est comme ça qu'on peut avancer. Parce qu'on ne peut pas simplement faire une stratégie soit de son pays. C'est vrai, il faut faire des stratégies pour son pays, mais il faut penser à d'autres pays. On voit à travers ces sociétés, ces industries qui sont mises en place des transformations de produits. Alors quand il y a des guerres, il y a des rébellions, ces usines-là sont démontées, pillées, etc. Est-ce que les multinationales ont le courage de remettre encore ces produits-là en place? Ça pose un problème au niveau
de la sécurisation? Parce qu'il y a deux choses pour qu'on puisse avoir un investisseur dans un pays, la sécurité tout court et la sécurité sanitaire. On dit souvent, M. Bongo, que l'argent n'aime pas le bruit. On investit dans un pays quand il y a une certaine assurance. On investit dans un pays quand il y a une certaine clarté au niveau de la jurisprudence. On investit dans le pays quand il y a l'espoir. Et on investit dans un pays quand on a une vision de ce pays. C'est-à-dire, on dit, il y a une vision, il y a une vue, il y a le marché, et aussi les problématiques juridiques et tout sont réglées. Et aussi, bon, le marché potentiel. Alors, comment on peut répondre par rapport à cela? Les guerres, on a vu, il y a 15 rébellions en Centrafrique, plus de 15 rébellions, et une partie, le pays de fait, si on veut partitionner, et il y a 9 préfectures qui sont complètement occupées par le Séléka, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez assez de détails là-dessus. Comment peut-on travailler dans un pays où il y a 80% de gens qui sont vraiment de vrais fermiers, de vrais cultivateurs? Et comme disait M. Cheikh, on investit dans un pays quand on espère avoir un rendement plus tard. Un pays à risque n'attirera jamais un investisseur étranger. En Centrafrique, par exemple, aujourd'hui, presque les multinationales qui étaient, ils sont repartis depuis le déclenchement de la crise. Comment les autorités vont réussir à négocier les contrats puisqu'il n'y a pas une autorité en tant que telle. Donc il y a toutes ces problématiques, il y a tous ces paramètres qui font que un pays tel que la République centrafricaine mérite une autre politique, puisque la corruption, la mauvaise gestion, manque d'infrastructures, par exemple, gangrène cette société. Du coup, les investisseurs n'ont pas Dieu sur ce pays-là. Je récupère la balle au bon. Alors donc, vous incriminez tout de suite Mme Samba Panza avoir récupéré 5 millions d'Eduardo dos Santos. C'est un peu ça, quoi. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'était pour investir dans le pays, mais en réalité... En tout cas, c'est un pays qui est là, qui est en train d'être reconstruit avec la bonne volonté. Ce que j'ai vu, ce n'est pas la reconstruction. Avec la bonne volonté des uns et des autres, on pourrait y arriver. Mais tout simplement, je vais revenir sur la transformation des matières premières dans nos pays africains. Surtout au Cameroun. Surtout au Cameroun. L'exemple même d'ailleurs. L'exemple du Cameroun. Vous savez, j'ai lu un article qui a été écrit par un journaliste de Cameroun Voice, d'ailleurs. Je suis désolé de dire non, mais... non, bien sûr, il faut le dire, donc, qui disait on n'a pas de restrictions ici. Voilà, qui disait que l'État camerounais ne maîtrise pas sa transformation de matières premières. Pourquoi? Il explique par le fait que ce sont les Chinois. Déjà, en fait, il y a eu une tension entre la communauté Bamileke et les Chinois qui sont au Cameroun. Ce sont les Chinois, même les feuilles de manioc dont vous parlez aujourd'hui, qui inondent le marché africain ici au niveau de la France. Il y a plein de choses. Il y a d'autres produits, bien entendu. Il y a plein de choses. Ce ne sont pas les Camerounais nationaux qui transforment ces matières premières. On peut le vérifier. Ce sont des Chinois qui arrivent avec leurs machines, qui s'y mettent et qui viennent avec, bien entendu, leur main-d'œuvre étrangère, enfin chinoise. Et qui souvent, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Centrafrique, construisent des établissements à bas prix, tels que les établissements scolaires, les établissements sanitaires et d'autres infrastructures, mais qui ne font même pas le tiers de ce qu'ils gagnent à la fin de leurs activités. Donc, c'est certes le Cameroun qui exporte, on dit c'est le produit camerounais, mais ce ne sont pas les Camerounais qui exportent leurs produits. Ce n'est pas le produit camerounais. Alors, la mort d'Allah, on peut dire que l'Afrique va en vrille quand on voit comment les terres arables africaines sont cédées aux investisseurs étrangers. Ce n'est pas une crainte aujourd'hui de se trouver démunis de ces terres. Oui, beaucoup d'organisations Sous prétexte de mettre des usines de transformation sur place, bien entendu. Les organisations des agriculteurs, d'ailleurs, j'ai suivi un jour lors d'un forum un célèbre actif de cette organisation, un Sénégalais, qui conseillait les États à prendre garde parce que nos populations sont en train de s'augmenter à une vitesse de croisière. Vous l'avez expliqué d'ailleurs tout à l'heure, 2 milliards en 2050. La problématique demain, c'est nourrir tous ces gens-là. Donc si on ne prend pas garde à prendre en compte cette problématique-là pour essayer de voir comment on peut tout à fait gérer cette terre érable, nous aurons des problèmes demain. Nous allons nous créer nous-mêmes des problèmes demain. Alors pour revenir à la transformation des matières premières, m'a dit notre collègue, il faut, je pense, que l'Afrique pense doublement. Pour faire la transformation des matières premières, il faudrait passer à un investissement fort et dans le domaine agricole
et dans le domaine des infrastructures. Ça, c'est des solutions que vous apportez. Et dans le domaine des infrastructures. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez des régions qui produisent assez de produits agricoles, des fruits et autres, mais qui pourrissent pour l'acheminement. Au niveau des dessertes agricoles, comme on appelle les dessertes agricoles. Si vous n'avez pas de route, si vous n'avez pas d'infrastructure, si vous n'avez pas un plan opéré pour réguler la transformation, la transformation par le transport de ces produits-là, ben, tout est néant. Parce que si on met les transformations, c'est-à-dire les usines en place, on n'a pas de route, ben on s'est trompé. Et on a des coupeurs de route aussi d'ailleurs. Donc il faut penser ces transformations-là, il faut penser ces stratégies en termes globaux. C'est-à-dire tout ce qui est lié, prendre en compte ces problématiques-là et régler ensemble. Donc il faut un investissement massif au niveau du plan de transformation des matières premières, dans l'agriculture, mais aussi dans les infrastructures. Il y a eu des experts ici en France qui travaillent dessus. Ils ont ramené leur savoir-faire en Afrique. Mais comment faire créer un amalgame dans le bon sens je parle, pour apporter une solution, la vraie solution au sein de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine ne traîne les pas par rapport à cette affaire. Pour répondre à cette question, on va terminer avec ça. Vous savez, l'Afrique a beaucoup de problèmes. Comment mettre en place la possibilité de mettre en place une instance qui choisit les priorités et qui conseille aux États un plan directeur en fonction des réalités propres des pays pour avancer ensemble. Je vais vous donner un exemple ici pour les investissements en Afrique. Savez-vous qu'il y a des pays africains qui ont le code des investissements, et le code des investissements est très important pour un pays africain, pour tous les pays. Nous sommes dans le monde de la concurrence. Ben, si vous êtes efficace, si vous donnez envie d'aller chez vous, eh bien on viendra chez vous. Mais vous donnez envie sur un code des investissements. Si le code des investissements que vous proposez n'est pas alléchant, eh bien on ira chez l'autre, on n'ira pas chez vous. Il y a des pays qui ont des codes des investissements, et ces codes des investissements existent depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ils n'ont pas revu les codes des investissements. Donc, puisque nous sommes dans la problématique aujourd'hui de concurrence et de globalisation du marché, il faut absolument que les pays travaillent aussi sur les codes des investissements pour attirer tout à fait les investisseurs pour qu'on puisse développer l'Afrique. C'est la parole d'un expert qui travaille dans le fonds d'investissement pour l'Afrique. Et vous croyez qu'il y a un bel avenir pour l'Afrique par rapport à ce que vous avez comme planimétrie, comme image, comme expert d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous donner en 2 mots pour terminer, et on terminera avec notre voisin. Monsieur Bongo, je suis très heureux et je vous dirais franchement, je suis très optimiste pour l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent de demain, c'est le continent de l'avenir. Savez-vous que les meilleures créativités et les plus grandes inventions de ce monde sont aujourd'hui en Afrique? L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, mais aujourd'hui, l'Afrique, c'est le berceau de l'invention et de la créativité. M-Pesa, la monnaie, le paiement par carte sur les téléphones, ça a été inventé en Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, vous savez, il y a quelques mois, un inventeur zimbabwéen... On va terminer avec vous rapidement. Voilà. Allez-y, un inventeur. Un inventeur zimbabwéen vient de présenter une création. Il a créé un hélicoptère avec tout à fait un système de propulsion incroyable. Voilà, donc on va renvoyer les gens vers la documentation pour qu'ils puissent, bien entendu, se documenter là-dessus. Votre mot de la fin par rapport à l'Afrique, quel espoir par rapport aux meilleures transformations de nos produits, afin que ces produits-là profitent aux locaux? De toute façon, M. Bongos, il y a 2 choses. La première question, c'est de savoir combien d'usines de transformation les États africains en disposent aujourd'hui. Ça, on n'a pas encore les statistiques là-dessus, même si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, dont vous venez d'évoquer. Ensuite, il y a aussi la problématique, comme disait M. Tchèque, la problématique de cession des terres agricoles bradées par le gouvernement des pays africains. On brade des hectares à des multinationales et qui, malheureusement, ne redistribuent pas leurs bénéfices, ou bien que le gouvernement... Parce que souvent, quand il y a ce contrat, ce sont les gouvernements qui eux-mêmes demandent, les membres du gouvernement qui demandent un pourcentage pour être actionnaire dans ces multinationales-là. Donc du coup, le citoyen lambda, il est oublié. Je prends l'exemple pour finir du Nigeria, par exemple. Le Nigeria est le 8e exportateur du pétrole dans le monde. 70% des Nigériens vivent avec moins d'1 euro par jour. Est-ce que c'est normal? Et en dépit de ça, il y a aussi ce qu'on appelle l'économie parallèle. Donc, les Nigérians sont obligés de se débrouiller d'une autre façon et non par
rapport à ce qui Nous est allons terminer transformé. notre mission. Pardonnez-moi, donc nous allons terminer notre mission. C'est passionnant. Et, au regard de ce que l'expert nous a dit ici, M. Keïta Cheick, et aussi le journaliste qui a une vision assez élaborée par rapport à tout ce qui se passe en Afrique, on peut dire que nous sommes des afro-pessimistes ou optimistes. Des afro-optimistes à 100%. Très bien. Alors donc nous partirons avec cette Afrique d'afro-optimistes et voir dans 2050 que nous serions 2 milliards d'habitants. Avec 2 milliards d'habitants, il faut absolument des usines de transformation afin que le peuple puisse vivre dans de bonnes conditions. Merci à vous et à très bientôt. Merci.